À la recherche du Québec par Alexis Tétrault avec David Santarossa. Chers auditeurs, soyez les bienvenus à ce nouvel épisode de À la recherche du Québec. David Santarossa est très certainement un des intellectuels les plus perspicaces de sa génération. Il s'intéresse aux débats politiques, aux enjeux de transmission, d'éducation et de culture. On peut le lire dans les pages de la revue L'Action nationale ainsi que dans les pages de la revue Argument et même sur Twitter où ses commentaires sont, chose rare et digne de mention, aussi intelligents qu'ils sont drôles et pleins d'esprit. Depuis peu, il tient une chronique bimensuelle à l'émission Questions d'actualité à Radio-VM. C'est un plaisir de le recevoir aujourd'hui dans le cadre de ce grand entretien où nous brosserons un portrait de son parcours et de ses affinités intellectuelles. David Santarossa, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Santarossa, vous avez fait votre parcours universitaire en philosophie, soit le bac et la maîtrise. Première question toute simple et pourtant fondamentale, pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un étudiant comme vous, en sortant du cégep, aujourd'hui, décide de faire un bac et une maîtrise en philosophie? Donc oui, c'est un parcours qui est pas déjà tracé d'avance d'une certaine manière. Il y a un certain risque à aller en philosophie. Hein. C'est pas des disciplines, des formations qui mènent directement au marché du travail. Donc oui, j'avais un certain intérêt pour les idées. Et ce que j'appréciais beaucoup de la philosophie, c'est qu'elle est un peu touche à tout. C'est-à-dire qu'il y a de la philosophie des sciences, de l'histoire, de la littérature, sur le langage aussi. Donc ça touche à vraiment plusieurs choses et ça m'intéressait beaucoup. Évidemment, il y a toujours un professeur qui nous marque particulièrement au cégep. Donc toutes les personnes, je pense, qui vont dans ce type de discipline à l'université sont marqués d'une manière ou d'une autre par un professeur, par son style, par ses connaissances, hein, une espèce de figure d'érudit qui nous inspire. Et évidemment, toujours eu un intérêt pour les débats, pour la prise de position. Donc oui, voilà les raisons principales. C'était quel genre de professeur qui vous a inspiré? Un professeur de philo vraiment ou c'est un prof de sciences humaines en général? Mais... Donc vraiment professeur de philosophie, donc c'est vraiment son érudition qui me fascinait, c'est-à-dire que n'importe quel sujet d'actualité qui touchait, dont on parlait en classe, en fait, il était capable de disserter sur la chose, d'apporter la discussion à un autre niveau, si on veut, sur un autre plan, vraiment tourner la discussion comme on pouvait pas se l'imaginer. Donc là, ouais, voilà, c'est ça qui m'inspirait beaucoup. Puis est-ce que vous avez, disons, les grands philosophes, les grands auteurs que vous avez découverts au cégep et à l'université, quels sont-ils? Lesquels vous ont inspiré le plus? Évidemment, il y a les classiques, hein, donc Socrate-Platon avec les fameux dialogues socratiques, la fameuse question « qu'est-ce que ?» hein, donc on tombe facilement, je pense, sous le charme de ces dialogues-là où Socrate amène son interlocuteur où il veut. Et si je peux me tremper un peu l'orteil tout de suite dans les questions d'actualité, la question qu'est-ce que, la question de la définition revient. Hein, c'est-à-dire qu'on est à l'époque, on est une époque très polarisée. Le Québec est fragmenté, est polarisé, mais en même temps, il y a d'immenses consensus. C'est-à-dire que dans l'espace public, tout le monde combat le racisme. Mais il y a différentes définitions du racisme, différentes conceptions du racisme. La laïcité, même ceux qui s'opposent à la loi 21 se réclament en réalité de la laïcité. Donc l'importance de la définition des termes m'apparaît essentielle 2500 ans après Socrate. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et ensuite de ça, il y a d'autres classiques, hein, Descartes, que j'ai beaucoup aimé, le doute méthodique, au doute hyperbolique, Kant. Et si je pouvais souligner les grands oubliés de mon parcours, c'est les penseurs conservateurs. Par exemple? Ouais, c'est-à-dire que il y a plusieurs penseurs conservateurs. Dans le monde anglo-saxon, on peut penser entre autres à Roger Scruton, qui est probablement le plus connu. Au Québec, on pourrait peut-être parler de Fernand Dumont, par exemple, comme avec une pensée conservatrice. Et d'ailleurs, il faut peut-être préciser pour les auditeurs, le conservatisme n'égale pas le Parti conservateur du Canada. Hein, c'est toujours bien de le souligner. Ouais. Oui. Ni même le Parti conservateur du Québec. Oui, tout à fait. Donc, le conservatisme, rapidement, c'est... je pourrais le résumer en l'importance de la continuité historique pour une nation,
ce qui favorise d'ailleurs aussi une forme de solidarité sociale, une certaine forme d'uniformité aussi, qui fait en sorte qu'on ait des référents communs. Et ce que j'ai observé beaucoup dans mes cours de philosophie politique contemporaine, c'est que les professeurs et ceux qui connaissent un peu, si vous connaissez un peu les professeurs à l'Université de Montréal, vous savez de qui je parle, les professeurs de philosophie politique contemporaine n'hésitaient pas à frapper sur le supposé conservatisme de l'époque. Mais pourtant, on ne lisait jamais des penseurs conservateurs. C'est-à-dire que le conservatisme était uniquement utilisé comme forme d'épouvantail, mais on ne pouvait jamais les étudier de près d'une certaine manière. Et c'est assez particulier parce qu'on en parlait beaucoup. Ouais. Les professeurs n'hésitaient pas à les critiquer, mais sans jamais les étudier. Non seulement ils étaient absents, mais du fait de cette absence-là, ils étaient en plus combattus, mais sur la base de rien, au fond, parce que vous les lisiez pas. Exactement. Donc, finalement, le tout se basait sur des préjugés. Là. Donc, on avait l'impression que les penseurs conservateurs voulaient nous ramener à l'âge de pierre d'une certaine manière, alors que c'est pas du tout ça. D'ailleurs, la distinction entre réactionnaire et conservateur, elle a jamais été faite dans mes cours, ce qui est une distinction assez fondamentale. Donc voilà, la réalité, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs élèves, plusieurs étudiants dans mon cas, qui sont dans la même situation que moi, où on a des intuitions, on arrive à l'université, mais les professeurs ne nous font pas lire des penseurs qui vont venir intellectualiser ces penseurs-là. Donc, c'est un drame, je pense, pour plusieurs étudiants. Donc, on s'imagine que ces penseurs-là n'existent pas autrement, comme je le disais, comme la forme d'un épouvantail. Là. Puis, on s'en sort comment? Comment, vous, par exemple, vous en êtes arrivé à vous intéresser aux penseurs conservateurs, puis à trouver là les matériaux nécessaires pour vous construire une pensée qui échapperait à l'espèce de lieu commun que vous trouviez dans vos cours de philosophie politique? On s'en sort en regardant l'actualité, en fouillant beaucoup. Internet, je peux être très critique d'Internet et des médias sociaux, mais c'est quelque chose de très positif. Hein? C'est-à-dire que dans ce sens-là, parce qu'on peut trouver justement d'autres personnes qui partagent nos sensibilités et discuter avec eux. Donc ça m'apparaît essentiel. Donc on gratte, on va à la bibliothèque, on lit, et ainsi de suite. Quand on commence à lire des auteurs aussi, ces auteurs renvoient à d'autres auteurs. Donc on est pris dans ce labyrinthe à un certain moment et on n'en sort pas, et bien heureusement en fait. Puis lesquels vous ont sauvé, si je pourrais dire, sur Internet ou des philosophes plus... Je pense que l'étincelle, ça a été clairement Mathieu Bock-Côté, qui a fait figure de conservateur au Québec, qui a ranimé une flamme, si on veut, parce que le conservatisme a une certaine histoire au Québec, qui n'est pas que positive, hein, évidemment. Mais ça, on n'a pas de problème à reconnaître qu'il y a du négatif dans le conservatisme historiquement au Québec. Mais on a plus de difficulté à avoir le côté positif de la chose. Donc oui, pas de doute là-dessus que Mathieu Bock-Côté a été l'étincelle pour me diriger vers plusieurs penseurs. Puis ensuite, après votre bac, vous vous dirigez à la maîtrise. Pour quelles raisons avez-vous décidé d'approfondir vos études comme ça? Puis quel a été l'objet de votre mémoire? À quel penseur vous êtes-vous arrêté plus particulièrement? Donc, le bac, évidemment, c'est une belle porte d'entrée pour n'importe quelle discipline, mais on a beaucoup de cours dans une même semaine, beaucoup de lectures, donc on a de la difficulté à s'investir pleinement dans un auteur. Et la maîtrise permet ça, justement. Et moi, je l'ai faite sur Alain Finkielkraut, donc un philosophe français. Pour moi, c'était important de faire ma recherche, mon mémoire, sur un auteur francophone. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une mode dans les départements universitaires en philosophie de faire sur des grands philosophes allemands ou grecs. Et ça a clairement sa valeur. Mais pour moi, puis c'est en lien aussi avec mes sensibilités particulières, mes sensibilités personnelles en fait, que c'est important de faire un mémoire sur un philosophe qui parlait français. Et donc voilà, Finkielkraut, qui est un personnage, qui est un philosophe à mon sens, mais qui est aussi un personnage médiatique en France. Donc ça fait plus d'une trentaine d'années que son émission hebdomadaire à France Culture, qui s'appelle Réplique, que je conseille vivement aux auditeurs. Et étant donné qu'il est très présent dans les médias, souvent on lui dédaigne un peu le titre de philosophe, justement. Et c'est ça qui est intéressant dans mon mémoire, je pense, c'est que je suis un des premiers à l'avoir vraiment traité. Je ne dis pas le premier, mais je suis un des premiers à l'avoir vraiment traité comme un authentique philosophe.
Et c'est la même chose avec... on parlait de Mathieu Bock-Côté, on lui dénie souvent l'étiquette de sociologue parce qu'il est dans les médias. On fait la même chose avec Finkielkraut parce qu'il est dans les médias, alors que ces deux penseurs ont revendiquent à juste ce titre leur titre, justement. Oui, tout à fait. Puis, et à un moment donné, il faut avoir une espèce de dose de réalisme. C'est-à-dire, si ces personnages-là, on peut être en désaccord, évidemment, hein, mais si ces personnalités publiques-là obtiennent autant d'attention du public, ben c'est parce qu'à quelque part, ils touchent quelque chose d'important. Donc, qu'on le veuille ou non, ce sont des penseurs importants, même si même si on est en désaccord, il y a un fait sociologique là que de dire non, mais il touche à une sensibilité particulière, il trouve un écho dans la population. Donc, ça m'apparaît essentiel de les étudier, là. Et avec Finkielkraut, quel était cet écho, cette corde sensible que son œuvre a été touchée chez vous ou en général? Donc, c'est le sujet de la diversité, en fait. Donc, un sujet à la mode, hein. On pourrait même penser que la diversité, c'est le mot vedette de l'époque. En fait, j'ai pas de problème à le dire, c'est le mot vedette de l'époque, il n'y a pas de doute là-dessus. Et j'ai gratté un peu son œuvre, et si je peux présenter rapidement mon mémoire. Prenez le temps que vous voulez. On a tendance à voir l'Europe et l'Occident, en fait, de manière générale, l'Occident d'hier comme étant homogène, hein, comme étant dépourvu de diversité, et que plus les années avancent, à notre époque, on est beaucoup plus divers que ne l'était l'Occident d'hier. Et donc, je réfléchis avec Alain Finkielkraut. Est-ce que c'est vrai que l'Occident d'hier était homogène? Ben, on regarde ce qu'il reste de ces époques-là, les architectures des divers pays, des diverses identités nationales. Je veux dire, Prague, on peut distinguer Prague de Barcelone en un clin d'œil. Là. C'est limpide la différence entre les deux. Ils ont des langues différentes, ils ont des œuvres différentes, ils proposent des mets différents. Le territoire est aussi différent. T'as les Alpes, t'as des pays beaucoup plus plats comme la Belgique, justement. Donc, l'espèce d'accusation comme quoi l'Occident d'hier était homogène, ben c'est totalement faux. Et d'ailleurs, la preuve, c'est les nombreuses guerres qui ont déchiré l'Occident. C'est-à-dire que si l'Occident était si homogène que ça, comment expliquer toutes ces guerres? À mon sens, c'est incompréhensible si on considère que l'Occident était homogène. Je prends la pose d'un contradicteur racialiste le temps d'une question, et je vous dis oui, très certainement il y avait des identités nationales, mais elles étaient tous de la même couleur, c'est-à-dire elles étaient tous blancs, de surcroît dirigés par des hommes, sans doute hétérosexuels. Donc comment répondez-vous à une telle accusation? Oui, ben c'est-à-dire, en effet, c'est-à-dire que la seule manière de voir un Occident homogène, c'est d'avoir une vision essentiellement racialiste et même raciste, c'est-à-dire de réduire les personnes à leur couleur de peau. Et de voir justement, ben ça, c'est toute une gang de blancs, finalement, sont un peu interchangeables, alors que non, il y a des différences. Ça n'empêche pas que, bien sûr, il y a des points de convergence entre ces cultures-là, comme dans n'importe quelle culture. Il n'y a pas de doute là-dessus. Surtout qu'ils partagent généralement une religion. Oui, exactement, tout à fait. Donc, en effet, il y a des points de convergence, mais de là à dire que c'est toutes des populations de blancs, finalement, puis que, justement, il y a des hommes hétérosexuels, ben c'est largement exagéré, puis c'est une posture qui est intenable, qui est incohérente, là. Ou on pourrait dire qu'elle est tenable, mais elle est d'une insignifiance. C'est-à-dire, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit au fond? Hein? Exactement, oui, c'est ça. C'est-à-dire que la discussion se termine très rapidement. Ouais. Là. Donc, oui, si je peux continuer. Donc, mais il y en a pas moins que la diversité augmente, si on veut. C'est-à-dire que le Québec, par exemple, est de plus en plus divers. Hein? Il y a de plus en plus de diversité ethnique, par exemple. Il y a des restaurants différents, il y a des religions différentes. Donc, bien sûr, il faut le reconnaître. Mais par contre, ce que je viens de dire sur le Québec, je pourrais dire exactement la même chose sur la France, sur l'Italie, sur les États-Unis, sur l'Australie. Donc, tous les pays se diversifient d'une certaine manière. Mais en même temps, oui, les pays se diversifient à l'intérieur même de leurs frontières,
Mais si on regarde ce qui se passe au Québec et en France, par exemple, et donc oui, si on compare les deux pays, on se rend compte que de plus en plus, on écoute la même musique. On mange les mêmes mets. On regarde les mêmes films. L'architecture est de plus en plus similaire. Donc là, je parle du Québec et de la France, mais je pourrais parler du Québec et des États-Unis. Je pourrais parler de l'Espagne et de l'Italie. Je pourrais parler de l'Australie et le Canada. Et du Canada. C'est-à-dire que les pays, si on les compare entre eux, se ressemblent de plus en plus. Donc, on a une vision extrêmement repliée sur soi, en fait, de la diversité. C'est-à-dire qu'on sort dehors, on ouvre notre porte et on se dit « Ah, ben oui, il y a plus de diversité sur ma rue qu'il n'y en avait il y a 20 ans, mais on a de la difficulté à voir qu'à l'échelle internationale, les pays se ressemblent de plus en plus sur presque tous les plans. » Donc, ça m'apparaît important de le dire. Et le Québec, là-dedans, en fait, si je peux faire une petite parenthèse sur le multiculturalisme, parce que c'est ça l'idée, c'est-à-dire que chaque pays est d'une certaine manière appelé à devenir une forme d'agrégat de différentes cultures, et le Québec résiste à ça. Et je pense que le Québec, en faisant ça, résiste en réalité à l'uniformité du monde. Et défend la contribution québécoise à la diversité mondiale. Et je pense que c'est vraiment important de le présenter comme ça, parce que quand on regarde, par exemple, en Amérique du Nord, si on n'est pas capable de voir le Québec, l'identité nationale québécoise, comme apportant de la diversité, je veux dire, je sais pas qu'est-ce qu'il en apporte, là. C'est-à-dire, c'est très clair pour moi que le Québec est un immense apport à la diversité en Occident, dans le monde en général et en Amérique du Nord en particulier. Dans le fond, ce que vous faites, c'est que vous prenez le concept de diversité qui est lancé à tout vent, puis vous lui donnez un poids réel, un poids non seulement conceptuel, mais culturel, civilisationnel, national. Puis Finkielkraut vient vous aider là-dedans. Oui, tout à fait. Oui, donc ça, je viens de m'approprier un peu les réflexions de Finkielkraut, mais oui, c'est beaucoup ce qu'il a dit. Hein. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est-à-dire que je pense que c'est notre rôle aussi. Il faut se rendre compte qu'il y a des mots qui sont à la mode. Il y a des concepts qui sont centraux aujourd'hui. Par exemple, justement, le mot de diversité. Et il ne faut pas laisser certaines personnes avoir le monopole de ces mots-là, justement. Puis, vous parlez dans votre mémoire de l'interchangeabilité comme vraie définition comme vraie définition du concept de diversité qu'on lance comme ça très facilement. Pouvez-vous nous expliquer en quoi diversité aujourd'hui, quand on le lit, disons, dans les journaux, on l'entend à la radio, à la télévision, est égale interchangeabilité? Oui, tout à fait. Comme je le disais, en effet, il y a il y a de la diversité culturelle à l'intérieur même du Québec, mais le tout devient grosso modo interchangeable. C'est-à-dire que justement, en fait, je peux y aller sur une autre échelle. Si je prends le Québec devient interchangeable avec la France. La France devient interchangeable avec l'Italie. Il n'y a pas de spécificité nationale, ou du moins il y en a de moins en moins. Il ne faut pas non plus être naïf puis s'imaginer que c'est maintenant chose faite, que tous les pays se ressemblent, là, mais on voit quand même la tendance aller. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, même les êtres humains deviennent interchangeables à ce propos, hein, puis on peut penser à l'immigration, par exemple. C'est-à-dire, comment on justifie l'immigration aujourd'hui? On nous dit, la démographie québécoise fonctionne pas bien. C'est-à-dire, on a la difficulté à faire des enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On veut faire immigrer des personnes. D'ailleurs, c'est pas moi qui invente ça. Philippe Couillard le disait il y a quelques années. Là, c'était vraiment ça son argument. Donc, autrement dit, les populations sont interchangeables. On peut faire immigrer tant de milliers de personnes, même tant de millions de personnes, pourquoi pas. Et puis, les populations sont interchangeables. Ça va pas vraiment causer de problèmes particuliers. Donc, vraiment, les êtres humains sont vus comme des espèces de pièces de rechange à une démographie ou à une économie déficiente. Hein. C'est ce qu'on entend toujours. On entend toujours le conseil du patronat dire « Ah, l'économie, ça va pas assez bien. » Donc, on veut augmenter les seuils d'immigration. Donc, même les êtres humains deviennent interchangeables. Et même les œuvres deviennent interchangeables. C'est-à-dire, il y a un immense relativisme qui marque notre époque, à mon sens. Donc, quelques exemples, par exemple?
C'est-à-dire que le dernier clip à la mode vaut un Dostoïevski, par exemple. Toutes les cultures se valent. Donc, c'est-à-dire que un vidéo YouTube, on va dire, ça, c'est leur culture, c'est la culture des jeunes, il faut pas juger ça. Ça a la même culture qu'une culture classique, par exemple. Je suis pas en train d'être vieux jeu puis de dire il y a rien de bon dans la culture des jeunes, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais il y a des choses qui sont fortement critiquables et c'est pas parce que les jeunes ont cette culture-là qu'il faut nécessairement l'accepter puis dire c'est ça participe de la diversité mondiale. Exactement, donc non, c'est insuffisant à mon sens. Et puis toujours avec Finkielkraut, comment est-ce qu'on se déprend de cette uniformisation, de cette interchangeabilité des êtres humains et de la culture? Est-ce que la solution passe par le politique? Est-ce qu'elle passe par les individus? Est-ce qu'elle passe par la culture, dans la culture, pour la culture? Quelles sont les pistes de solutions avancées ça peut être par vous, mais ça peut être aussi par Finkielkraut ou par vous, inspiré par Finkielkraut? Ouais, donc si je peux m'inspirer, bien sûr, de Finkielkraut, on peut observer que ça va pas bien, en fait, là. C'est-à-dire qu'on a quand même un immense marché des GAFAM qui sont contre nous, hein, l'instantanéité des réseaux sociaux. Clairement que ça va nuire au développement des identités nationales et des arts un peu plus, les arts lents d'une certaine manière, comme la lecture. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, Finkielkraut nous enjoint, nous encourage d'une certaine manière à renouer avec des vertus un peu oubliées. Par exemple, il va parler de l'attention. C'est-à-dire que notre culture, la culture nous entoure, évidemment. Donc, de porter une attention sur, je sais pas, les noms de rues, les noms de villages. Une fois qu'on porte une attention particulière à tout ça, on se rend compte que, OK, non, mais notre culture est bien vivante. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et il s'agit aussi d'habiter son monde. Moi, souvent, on en parlera tantôt. Donc, je travaille en éducation actuellement. Et mon objectif, c'est je veux que mes élèves soient capables d'habiter pleinement leur monde, de porter une attention particulière à leur monde, à leur culture qui l'entoure. Et d'autres aptitudes qu'il faudrait avoir, c'est avoir de l'égard et de la gratitude à l'endroit de cette culture-là. C'est-à-dire que nous... Et ça, c'est très paradoxal de notre époque. Nous sommes très fiers de nous. Hein, nous trouvons tellement bons, tellement intelligents, tellement ouverts d'esprit, mais on n'est pas capable de voir que nous sommes le produit d'une culture et que nous avons une dette à l'égard de cette culture-là, à l'égard de cette histoire, parce que les vertus de notre époque ne tombent pas du ciel. Elles ont une histoire, elles ont une généalogie, il faut s'y intéresser. Et d'ailleurs, évidemment, parce que là, j'entends déjà nos amis progressistes dire « Oui, mais il faudrait pas avoir un regard trop angélique envers le passé. » Bien sûr, évidemment qu'il faut pas avoir un regard trop angélique envers le passé, mais je ne vois pas en quoi ce regard est un risque aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas mutuellement exclusif. On peut se rendre compte qu'on est le produit d'une histoire et être très critique à son endroit. Totalement, exactement. Et je regarde autour de moi, je regarde dans les médias et je vois pas un angélisme à l'égard de notre passé. Là. C'est-à-dire que ce que je vois plutôt, c'est une critique radicale du passé, comme quoi il y avait rien de bon, et par le fait même, notre identité qui s'inscrit dans une culture, dans une histoire, il faudrait un peu s'en détacher. Je veux dire, le jour que le Québec, que le risque du repli sur soi au Québec sera un véritable risque, là, je vais dire, OK, non, là, vous avez raison, le Québec est beaucoup trop replié sur soi, connaît beaucoup trop ses auteurs, a beaucoup trop de respect à l'égard de ses prédécesseurs. Oui, cette journée-là, je vais dire, OK, non, là, ça suffit, là, le Québec se connaît beaucoup trop. Là, je vais vous donner tous ces points-là, mais pour l'instant, c'est de la fiction. Là. C'est-à-dire que c'est fondamentalement faux qu'on est replié sur nous. On est toujours en train de s'intéresser à ce qu'une autre culture est en train de faire. Pas que c'est inintéressant, mais je veux dire, on place la charrue devant les bœufs en s'intéressant d'abord à ce qui se fait ailleurs sans se connaître nous-mêmes, c'est ce que vous dites. Oui, tout à fait. Puis aussi, on s'intéresse... généralement, on s'intéresse à l'autre de manière un peu
un peu enfantine, là. C'est-à-dire superficielle, exactement, merci. Hein? C'est-à-dire que justement, on s'en va manger au restaurant indien du coin, ils font un bon poulet au beurre, puis je suis convaincu d'être ouvert sur le monde, là. C'est-à-dire, je le dis un peu à la blague, mais ça ressemble beaucoup à ça, la dite ouverture. Je veux dire, de véritablement s'intéresser à une histoire, à une langue, à une culture, à des œuvres. C'est pas le genre de choses, c'est le genre de choses qui prennent beaucoup de temps, c'est difficile. Évidemment, c'est excessivement riche, j'encourage tout le monde à le faire, mais j'ai l'impression qu'on le fait surtout de manière superficielle, puis qu'on aime ça un peu... Ça se place bien dans une discussion, disons, ce type d'ouverture sur le monde. Puis dans un article que vous avez écrit dans l'Action nationale, je crois que c'était tiré de votre mémoire de maîtrise, justement, vous parliez de convergence culturelle ou de culture de convergence. Comment, d'abord, qu'est-ce que la convergence culturelle ou la culture de convergence, puis comment ça vient mettre un frein à cette espèce de diversité carton-pâte que l'on répète toujours? Oui, tout à fait. Je vais faire un petit détour en parlant de multiculturalisme avant. Parce que souvent, on pense que le multiculturalisme est une observation sociologique. C'est-à-dire qu'on regarde justement à Montréal et on dit « Ah, ben, il y a plusieurs communautés immigrantes qui existent, donc il y a du multiculturalisme. » Bon, il faut le reconnaître. Mais c'est pas du tout ça, le multiculturalisme. Le multiculturalisme, qui est une doctrine d'État au Canada. Et en fait, ça stipule justement que toutes les cultures sont sur le même pied d'égalité. Par exemple, si on prend l'exemple au Québec, la culture de la majorité historique francophone a le même poids que la communauté ukrainienne du Québec. Et c'est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est même l'exemple de Pierre-Éliott Trudeau qui donnait dans certains de ses textes. Donc, chaque communauté est à nouveau interchangeable au Québec. Il n'y a pas une forme d'espèce de primauté de la majorité historique francophone. Et donc, c'est ça le multiculturalisme. Donc, vraiment, l'égalité des cultures au Québec. Donc, comme si vraiment les Québécois, justement, il n'y avait pas de spécificité sur leur propre territoire. Donc, ça, c'est le multiculturalisme. Ce que je propose de l'autre côté, et je ne suis pas le seul, c'est la convergence culturelle. Donc, il y a une culture de référence qui est la culture de la majorité historique francophone. Les communautés immigrantes sont appelées à converger justement vers cette culture-là, sous le signe un peu de l'intégration, comme on parlait, là. Donc évidemment, la langue, comme on le sait, est centrale avec ça. Et évidemment, je peux tout de suite rassurer, on n'est pas en train d'empêcher que des personnes pratiquent leur culture ou leur mœurs, ou peu importe, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est, par exemple, à l'école québécoise, ben, on enseigne les œuvres québécoises. On dit à tout le monde dans la classe qu'ils sont québécois. Peu importe leur couleur de peau, peu importe leur origine, vous êtes tous québécois. Évidemment, ça n'enlève rien à vos origines, mais vous êtes tous québécois quand même. Donc voilà, c'est ça la convergence culturelle, et ça m'apparaît essentiel dans les prochaines années d'en discuter, parce que les défis démographiques qui nous sont posés aujourd'hui sont immenses, et parce qu'il y a une très grande immigration, on le sait, et on s'imagine que tout ça ne cause pas vraiment de problème particulier, alors que, je veux dire, faut bien comprendre que c'est inédit dans l'histoire de l'humanité, des immigrations comme ça, autant de mélange de cultures sur un même territoire. On ne le sait pas comment ça va se terminer d'une certaine manière. Mais on s'imagine tout de même qu'il y a un commun qui va se créer comme ça par magie. Oui, on s'imagine que ça va arriver par magie, mais ça n'arrivera pas. Puis d'ailleurs, mes inquiétudes que je brosse là, Barack Obama en parlait il y a quelques années aussi, là, c'est-à-dire que sur tous les plans de chaque côté du spectre politique, si on veut, on se pose ces questions-là, et c'est tout à fait normal. Il faut pas être naïf puis s'imaginer justement que tout ça va se régler par soi-même. Puis non, il faut qu'il y ait des politiques, surtout au Québec, où est-ce qu'on est une petite nation. Il faut qu'il y ait des politiques structurantes de convergence culturelle, ça m'apparaît essentiel. Avançons plus avant dans notre entretien. Après votre maîtrise, vous êtes devenu professeur à l'école secondaire, si je me trompe pas, à l'école québécoise. Donc, question très large, mais en même temps qui va nous permettre d'entrer dans le vif du sujet. Quel portrait brossez-vous du système d'éducation au Québec?
Donc, je pense que pour répondre à cette question-là, il faudrait distinguer deux choses. Premièrement, l'université de l'école québécoise. C'est-à-dire que l'université, dans le sens des départements d'éducation, bien sûr. Et ce qui se passe dans les départements d'éducation, c'est franchement inquiétant. Il y a des approches qui sont très anti-scientifiques, à mon sens. Le relativisme aussi est maître dans les départements d'éducation. Donc, l'enseignant est appelé à piger dans le buffet des stratégies pédagogiques, d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous voulez dire par anti-scientifique? Avez-vous un exemple? Oh oui, j'en aurais plusieurs. Disons le meilleur. Pour donner un seul exemple. Je veux juste le mentionner avant, c'est qu'après votre maîtrise en philosophie, vous avez aussi fait un programme d'études supérieures en pédagogie pour vous permettre d'être professeur. Donc, vous ne parlez pas à travers votre chapeau. Non, tout à fait. Je l'ai vécu, j'étais dans la classe. Et pour vous donner un exemple, donc c'était la maîtrise en enseignement au secondaire qui permet d'avoir le brevet. On avait eu une formation d'1h30 sur comment utiliser les marionnettes en classe. Je vous rappelle que c'est avec des élèves au secondaire, donc, et je me rappelle de lever la main et de dire, et avec les secondaires 5, ça fonctionne aussi, et la formatrice me regarde dans les yeux, là, avec le plus sérieux du monde, elle dit, ah oui, ça fonctionne très bien avec le secondaire 5. Je veux dire, je m'imagine faire ça avec mes élèves de secondaire 5 et je ne pourrais pas retourner à l'école le lendemain parce que j'aurais tellement honte, je serais la risée, j'ai l'impression. Donc, c'est pas, ce que je vous dis là n'est pas caricatural, je l'ai vécu, j'ai différents exemples du genre à raconter. Mais donc, oui, c'est cette ambiance-là dans les départements universitaires. Et c'est toujours un peu, justement, un peu bon enfant. Vous allez aller dans la classe, puis les élèves vont vous écouter, puis mais non, c'est pas ça la réalité. C'est très difficile d'enseigner à l'école. C'est normal aussi que ce soit difficile, là, c'est ça notre travail. Et apprendre aussi, c'est difficile. Faut pas s'imaginer qu'apprendre, c'est quelque chose qui vient tout seul, justement. Là, c'est pas de la pensée magique, c'est difficile à apprendre, c'est difficile à lire. C'est tout à fait normal, il faut justement transmettre ça. Donc voilà, je pense pour l'université, les départements d'éducation, j'en aurais long à dire. Vous voulez dire, c'est comme ça qu'on vous forme avant de vous envoyer à l'école? Oui, tout à fait. C'est comme ça qu'on nous forme dans les départements. Comme je vous dis, c'est toujours avec des lunettes roses d'une certaine manière. C'est-à-dire ça va vous venir naturellement. Puis les enfants, ils vont être à l'écoute. Ce sont des éponges. Ils vont tout gober ce que vous dites. Oui, tout à fait. C'est ce qu'ils nous disent. Puis d'ailleurs, moi, je travaillais déjà pendant que j'étudiais. Et j'ai eu des débats assez féroces avec d'autres étudiantes qui, eux, ne travaillaient pas. Et qui, eux, croyaient à ces théories à la mode. Moi, je n'y croyais pas, en fait, parce que je savais que ça fonctionnait pas. Et je passais toujours pour le réactionnaire de service. Le réactionnaire de service, justement, le cynique, David, arrête d'être bougon d'une certaine manière, mais c'est parce que je savais comment ça fonctionnait dans des écoles. Et moi, j'ai eu la chance même de travailler dans des écoles où est-ce que je pouvais, somme toute, travailler assez bien, enseigner la gestion de classe, gestion des comportements. C'était pas... ça accaparait pas le gros de votre journée. Exactement, alors que je sais que dans d'autres écoles, c'est beaucoup plus le cas. Donc, je m'imagine, dans ces classes-là, ça serait encore pire. Et je me rappelle de discussions pendant des stages. Je me rappelle d'une étudiante en particulier qui était au bord des larmes et qui me disait, tu sais, David, je reconnais, ça fait 3 ans qu'on s'obstine sur ça, puis je reconnais que tu as raison. Puis d'ailleurs, je dois souligner que ça prend énormément de courage pour reconnaître qu'on a tort dans la vie, hein. Surtout quand on s'est autant investi d'une certaine manière intellectuellement puis même émotionnellement. Mais c'est là qu'on voit que justement l'université crée de fausses attentes et il y a un réel effet négatif sur les enseignants et ultimement évidemment sur les élèves. Puis est-ce que cette déconnexion-là est généralisée? Est-ce que les gens qui sont dans les facultés d'éducation, qui font de la pédagogie, est-ce que vraiment c'est généralisé? Je veux pas dire qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans les classes, mais est-ce que vraiment chacun d'entre eux, ou en général, ils trouvent que, au fond, des bonnes idées vont finir par se concrétiser, peu importe l'expérience qu'on en a? Évidemment, c'est difficile, on veut pas généraliser non plus, mais on n'a pas le choix de généraliser un peu pour réfléchir.
Donc oui, je pense que c'est assez commun ces réflexions-là. Il y a évidemment des poches de résistance, là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc oui, les professeurs sont comme ça. Et même quand on les remet en question... En fait, ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est que les professeurs maintenant vont refuser un peu les débats en se cachant derrière le relativisme. C'est-à-dire en disant, ben écoutez, moi je me prononce pas. Toutes ces théories de l'apprentissage se valent. C'était, justement, comme je le disais tantôt, c'est aux enseignants de piger dans le buffet à stratégie pédagogique. Donc, c'est une manière de ne pas prendre position, mais en réalité, vous prenez position lorsque vous faites ça. C'est-à-dire que vous dites, ben, il n'y a rien de mieux qu'un autre, c'est à vous de décider selon les circonstances puis tout ça. Alors que non, il y a des études scientifiques qui ont été faites sur les meilleures stratégies pédagogiques. Il n'y a pas de doute là-dessus. Puis vous m'aviez déjà conté une anecdote dans une discussion qu'on avait eue. Je sais pas si vous voulez la raconter. Il y a un professeur, vous aviez amené un contre-argument, puis il vous avait dit ça, c'est pas le genre de conversation qu'on a dans une faculté universitaire. Oui, tout à fait. Oui, donc ça, c'est une de mes anecdotes préférées, mais je le dis avec un sourire, mais évidemment, c'est profondément triste. Je me rappelle très bien, donc, on parlait des différentes stratégies pédagogiques. Et je lève la main et je dis oui, mais laquelle est la plus efficace? Ou du moins, lesquelles sont efficaces? Ça veut pas dire qu'il y en a juste une d'efficace, évidemment, mais il peut y en avoir plusieurs. Et ma professeure qui me regarde dans les yeux et qui me dit « Ah, David, ça, tu sais, c'est le genre de discussion qu'on a autour d'une bière. » Comme si c'était justement, c'est un sujet, c'est un peu du pelletage de nuages à quelque part, puis ça c'est une discussion qu'on a autour dans une fin de soirée autour d'une bière, puis tu sais, on rigole là-dessus. Ça vous aidera pas à gérer une classe? Non, c'est ça, exactement. C'est une discussion pour le bien de la discussion, justement, pour le plaisir, alors que c'était en fait, c'est une question assez fondamentale, mais qui est jamais discuté. Puis elle vous répondait ça avec cette idée que vous, les enseignants, allez piger comme vous vouliez dans différentes stratégies, puis il y en a pas une qui se vaut plus qu'un autre. Par exemple, pour apprendre le français, réciter des mots, c'est pas nécessairement plus utile qu'une autre technique. Non, c'est ça, exactement. C'était vraiment, justement, l'efficacité est vraiment totalement mise de côté. Puis ça, d'ailleurs, c'est intéressant quand on lit certains textes sur la question de l'efficacité dans les stratégies pédagogiques. Parce qu'on assimile l'efficacité au marché du travail. C'est-à-dire que, mais si notre but c'est de faire des élèves efficaces, en fait, on fait juste les préparer pour le marché du travail, pour qu'ils deviennent une forme d'esclave du grand capital, alors que c'est pas du tout ça. Quelqu'un d'efficace, quelqu'un qui sait bien lire aussi. Mm-hmm. Quelqu'un qui est compétent en lecture, c'est pas un esclave du capital, on n'est pas là-dedans du tout. Donc, voilà, quelqu'un de compétent, c'est non seulement quelqu'un de compétent dans son travail, parce que je pense que un des buts de l'école, c'est aussi de qualifier pour le marché du travail, mais c'est aussi d'avoir des connaissances générales, de comprendre son monde, je reviens à ce que je disais plus tôt, d'habiter son monde. Donc voilà, donc il y a une espèce de critique de l'efficacité qui est un peu absurde, je trouve. Puis transportons-nous maintenant dans les classes où vous exercez votre métier. Disons que votre périple est fait en pédagogie, vous êtes maintenant professeur. Quel est, même si vous l'étiez pendant que vous faisiez votre programme, mais quelle est la place de la référence québécoise ou quelle est la place de la référence culturelle québécoise ou de la culture de convergence, si on veut reprendre le terme de tantôt, dans les corpus, dans les discussions, dans les cours que vous donnez, mais quand je dis vous, c'est évidemment vous les professeurs. Oui. Il y a une place, il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce qu'elle est vue, j'ai l'impression, dans le prisme un peu du multiculturalisme. C'est-à-dire que la référence québécoise est une référence parmi tant d'autres. Donc, c'est pas une référence qui doit habiter nos élèves. Elle est donc mise en référence ici et là, sans vraiment qu'on la développe. Est-ce qu'elle est mise en compétition avec d'autres? Oui, parfois. Donc, si je peux parler un peu de la référence québécoise versus la référence québécoise et la référence canadienne. Donc, moi, je le vois beaucoup chez mes élèves. Donc, moi, quand je suis dans la classe, je me dis québécois. Je ne me dis jamais canadien.
Et cette référence-là est généralement suspecte. C'est-à-dire qu'on voit... est-ce que c'est un séparatiste? Puis, les élèves sont pas trop au courant des débats, mais ils savent que ces débats-là existent quand même. Et souvent, ils me posent la question. Pas plus tôt que cette semaine, on me posait la question. Mais monsieur, pourquoi vous dites pas Canadien? Et j'ai la profonde impression que si je disais Canadien, je pense pas qu'on remettrait en question cette identité-là. Puis d'ailleurs, ça, faut prendre la peine de l'expliquer, je pense. Ça fait 40 ans, du moins, on va dire 25 ans depuis le référendum, qu'on parle très peu d'enjeux constitutionnels, qu'on parle très peu de fédéralisme, et dans l'esprit de nos élèves, en fait, le fédéralisme n'existe pas dans l'esprit de nos élèves, c'est-à-dire que le Canada forme un pays au même titre que la France forme un pays. Alors que c'est pas le cas du tout, c'est-à-dire qu'on a une fédération, c'est un accord, hein, c'est une alliance, une fédération, ou une confédération, qu'on pourrait dire, de différents peuples. C'était du moins ça à l'origine. On le sait que Pierre Trudeau a voulu changer ça et le Québec s'y est opposé d'ailleurs. Donc c'est un accord entre différents peuples. Donc c'est tout à fait correct de s'identifier comme Québécois puis de voir le Canada comme justement un État, un appareil étatique, vraiment un appareil administratif d'une certaine manière. Ou une identité qui serait simplement autre que celle qui est québécois. Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc quand je dis ça à mes élèves, donc que je suis Québécois, à mon sens, c'est pas nécessairement c'est pas une prise de position, ça peut tout à fait être perçu comme en cohérence avec une forme de fédéralisme. Là, je suis là aujourd'hui, je ne cache pas mes billets souverainistes, mais je pense que devant la classe, de dire que la référence est québécoise, ce n'est pas une prise de position, mais pas du tout. Et pourtant, on vous le reproche. Oui. Pas qu'on vous le reproche, mais vous sentez qu'elle ne va pas de soi comme irait de soi la référence canadienne qui est, plus liquide que la référence québécoise qui jouit moins, disons, d'un poids historique et culturel substantiel? Oui, tout à fait. Donc, j'ai l'impression qu'en Ontario... on peut se réclamer du Canada anglais, même absolument sans problème. Et j'ai même l'impression que le Québec français n'existe pas vraiment dans leur esprit canadien d'une certaine manière. Là. Autrement, comme peut-être, il y a une espèce de petit folklore qui reste au Canada. Là. Puis chez les étudiants, véritablement, quand vous parlez avec eux, quand vous corrigez les travaux, quand vous avez des interactions avec eux, est-ce que c'est à l'image de la place de la référence québécoise à l'école, c'est-à-dire que c'en est une parmi d'autres, est-ce qu'elle va de soi, est-ce qu'elle est ringardisée, est-ce que vos étudiants se disent spontanément québécois ou canadiens ou rien du tout? Je pense que comme je vous dis, des fois, on me pose des questions quand je dis que ma référence est celle québécoise. Mais de manière générale, mes élèves se considèrent comme québécois, de manière générale. J'ai beaucoup d'élèves, quand même, généralement, qui proviennent de certaines communautés immigrantes, qui vont davantage se dire canadiens. Ce qui est d'ailleurs... c'est pas un problème, mais c'est-à-dire que le Québec, l'éducation québécoise devrait s'efforcer à ce que la référence soit québécoise, à mon sens. D'un point de vue culturel, ça m'apparaît évident. D'ailleurs, pourquoi? Parce que, en fait, je reprends les mots de Justin Trudeau, il n'y a pas de culture canadienne. Donc, c'est-à-dire de dire que je suis de culture canadienne, ça veut absolument rien dire. Donc, à nouveau, je m'inscris d'une certaine manière dans ce que le fédéralisme nous dit. Hein. C'est-à-dire qu'il nous donne la possibilité d'être pleinement québécois puis simplement citoyen canadien. Exactement. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Mais j'ai comme l'impression que si j'expliquais ça à Justin Trudeau, il serait pas d'accord avec ce que je dis. Mais bon. Donc oui, concernant les élèves, la référence québécoise est à peu près nulle en tout ce qui... Et c'est un peu normal à quelque part. C'est-à-dire que c'est des nouveaux venus sur Terre, hein? Ce sont des enfants, donc c'est normal qu'ils ne vivent pas, ils n'arrivent pas sur Terre avec un bagage culturel, c'est tout à fait normal. Donc, à qui va la faute? La faute va aux adultes, la faute va au système d'éducation qui refuse de transmettre. Je reconnais votre penchant arendtien, est-ce que je me trompe? Ah, tout à fait. Je pourrais
je vais peut-être finir ce point-là, puis après ça, on y reviendra peut-être, là. Donc, mes élèves aussi, évidemment, sont formés avec le cours SCR, hein. Donc, à nouveau, justement, relativisme, multiculturalisme, toutes les cultures se valent, sur un même pied d'égalité, il n'y a pas de doute là-dessus. Et aussi, ça, je trouve qu'on a tendance à l'oublier concernant la référence québécoise. Ce qui a beaucoup nuit à la référence québécoise, c'est Donald Trump. Et je m'explique. Je m'imagine un élève de 20 ans actuellement, qui est au cégep. Et je me dis, depuis qu'il suit de loin, donc grosso modo depuis ses 15 ans, par exemple, depuis en secondaire 3, généralement en secondaire 3, on commence un peu plus à s'intéresser à la vie adulte, d'une certaine manière. Ben lui, depuis qu'il s'intéresse à ça, c'est qui le personnage dont il entend le plus souvent parler, c'est Donald Trump. Peu importe le média qu'il consomme. Exactement. Donc, que ce soit les médias traditionnels, que ce soit TikTok, que ce soit les médias sociaux, peu importe, c'est la référence. Et moi, le nombre de fois que les élèves m'ont dit « Monsieur, est-ce qu'on parle de Donald Trump? » Mais pas au sens où quelles sont les véritables politiques mises en place, quels sont les effets de ces politiques-là sur le Québec, ce qui serait une discussion tout à fait pertinente et passionnante. Non, la question, en fait, c'était c'est quoi la dernière niaiserie qu'il a fait d'une certaine manière. C'était une espèce de curiosité pour le dernier potin, là. Des fois, je dis à la blague, on utilise la même partie de notre cerveau pour écouter Occupation Double que pour regarder la dernière frasque de Trump. C'est-à-dire, c'est du potin, là. On veut savoir qu'est-ce qui est arrivé, mais vraiment, la teneur politique de la chose, on n'en discute jamais, malheureusement. Donc, la référence américaine en tant que telle ou vraiment simplement la tête de Turc qui était Trump? Est-ce que la culture américaine prend vraiment plus de place dans la tête et la vie de vos élèves de sorte qu'ils s'intéressent à Trump ou c'est vraiment, on pourrait dire, un phénomène médiatique? Ben, je pense que Trump est un phénomène médiatique à proprement parler, là. C'est une drôle de bébite, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, ce qui n'est pas nécessairement possible qu'il soit le référent dans la tête de nos élèves, là, c'était sur plusieurs points. Mais est-ce que vos élèves s'américanisent? Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui, avec la musique, beaucoup. Il n'y a pas de doute là-dessus. La mode américaine, des grosses compagnies américaines. Donc oui, non, je le vois ça, il y a pas de doute. Il y a pas de doute là-dessus. Tantôt, vous me posez la question de la place, la ringardisation de la culture québécoise. Ça me paraît essentiel. C'est au cœur, en fait, je pense. La culture québécoise est vue comme ringarde. Si je dis on va écouter telle chanson, on va lire tel livre, est-ce que c'est québécois? Oui. Ils font une petite phase de ça va être moyen, là. Ça sera pas agréable. Ça semble pas spontanément être une culture créatrice pour eux. Non, exactement, pas du tout. C'est peut-être aussi le fait que les élèves, c'est normal quand on est jeune, mais j'ai l'impression que ces tendances-là vont continuer à l'âge adulte. C'est-à-dire quand on est jeune, on est beaucoup intéressé par le divertissement. Mm-hmm. Et la culture est uniquement vue comme un divertissement. Le divertissement, c'est intéressant, évidemment, tout le monde aime ça, un peu se divertir, mais c'est de comprendre aussi que la culture n'est pas que ça. En fait, la culture n'est pas du divertissement, c'est une manière d'habiter son monde, de développer aussi sa propre culture, mais aussi même son individualité. C'est-à-dire que c'est à ça que ça sert, la culture. Donc vraiment distinguer divertissement et culture, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de difficultés à distinguer les deux aujourd'hui. Et comme vous dites, c'est pas nécessairement la faute de vos étudiants. Ils sont des étrangers au monde. Alors, je vous ramène à le petit commentaire que je vous ai fait tantôt. C'est au fond toute l'idée d'Hannah Arendt dans la crise de la culture, comme l'enfant étant un individu nouveau, un étranger au monde, de sorte que c'est la tâche des adultes de les élever, mais proprement les élever à la condition d'adulte. Oui, tout à fait. Donc, Hannah Arendt, philosophe incontournable, son texte « La crise de l'éducation » qu'on retrouve dans « La crise de la culture », c'est le texte le plus essentiel en éducation, à mon sens. J'en ai lu plusieurs, j'en ai lu beaucoup, mais c'est le texte le plus important, à mon sens. C'est presque devenu, même dans certains milieux, un cliché de le dire, mais c'est pas parce que c'est un cliché que c'est nécessairement faux.
Donc, dans la crise de l'éducation, il y a une, je peux présenter un peu le texte en tant que tel, et j'encourage les auditeurs à le lire. C'est pas très long, hein, je pense que c'est une trentaine de pages. Donc, il y a une critique des pédagogies à la mode, là, justement, qui ont inspiré d'ailleurs la réforme du début des années 2000. Arendt écrit ça dans les années 50-60? Oui, fin 50, début 60. Mm-hmm. Et donc, ces pédagogies... D'ailleurs, ça, c'est intéressant, parce qu'on voit toujours ces pédagogies-là comme étant nouvelles, comme étant à la mode. C'est des idées qui ont un siècle. Plusieurs. Rousseau, dans Émile, considère l'enfant comme s'élevant tout seul. Exactement. Non, ça, c'est des très, très vieilles idées. Et c'est même des idées... c'est le professeur Régent Bergeron qui en avait parlé il y a quelques années. C'est des idées qui ont été essayées en URSS. Donc, vraiment, Staline trouvait certaines idées géniales. Donc, l'idée d'égalité dans la classe, entre l'enseignant et l'élève, entre le maître et l'élève. L'idée que le monde des enfants est autonome, qu'il se vaut en lui-même, hein, on revient au relativisme. Moi, j'ai envie de dire, quand on dit que le monde des enfants est autonome puis il faut l'entretenir comme ça, ben, en réalité, on laisse les enfants à eux-mêmes. C'est ça, la réalité. Parce que l'idée, c'était et c'est l'intelligence de Hannah Arendt. Parce que la figure de l'autorité en éducation a beaucoup été critiquée. L'enseignant est une autorité presque tyrannique. Hein, c'est lui qui détermine qu'est-ce qu'on va lire, qu'est-ce qu'on va savoir, etc., etc. Donc, bien sûr que c'est une autorité, mais c'est une autorité, je pense, qui élève. Et qu'est-ce qui arrive si on enlève l'autorité de l'enseignant? C'est pas vrai que l'élève va tout simplement émerger comme un être autonome. Non. Il va juste être laissé à lui-même et il va juste suivre une autre autorité qui, elle, sera même probablement encore plus tyrannique. C'est-à-dire, je le vois avec mes élèves, leur autorité, on le voit, c'est les réseaux sociaux, c'est le dernier challenge, comme on dit aujourd'hui, la dernière mode. C'est ça, l'autorité. À choisir entre les deux, j'aimerais mieux que ce soit les enseignants, l'autorité. J'ai tendance à croire que les enseignants vont transmettre des valeurs des meilleures valeurs qu'eux, que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Puis quelle en est l'importance, je voulais arriver à ce sujet, quelle est l'importance des réseaux sociaux pour vos étudiants et surtout de quelle manière est-ce que ça vient bonifier, j'en doute, faire embûche au projet qu'un professeur comme vous, mais comme vos collègues portez? Oui, bien évidemment, les réseaux sociaux, Internet, c'est central dans leur vie. On le voit dans les pauses sur l'heure du dîner. Là, donc, les élèves prennent leur appareil électronique pour regarder ça. Et, qu'on le veuille ou non, les enseignants sont en compétition avec ces appareils-là. Est-ce que c'est ressenti comme tel? Personnellement, je le sens comme ça. Je pense que beaucoup de mes collègues aussi, on en discute souvent. On le sait, c'est-à-dire que si tu donnes un devoir à tes élèves, un roman à lire, ils ont le téléphone à côté. Et c'est normal d'une certaine manière. C'est normal que les élèves font ça. L'idée, en étant un enseignant, justement, c'est de travailler. Est-ce que cette tendance-là qu'ils ont, d'essayer qu'ils changent leur habitude. Puis d'ailleurs, ça, c'est le débat je reviens sur Hannah Arendt, c'est le débat qu'elle pointe du doigt et que plusieurs autres ont pointé. L'école n'est pas faite pour favoriser des aptitudes que les élèves ont déjà. C'est-à-dire, c'est un petit peu absurde de valoriser des compétences que les élèves ont déjà. Il faut les amener ailleurs, il faut qu'ils aillent plus loin. Ça sert à rien de leur faire lire ils lisent très peu, là, mais ça sert à rien, par exemple, de leur faire écouter un film qu'ils écouteraient peu importe dans leur temps libre. L'idée, c'est de les élever, justement, de les amener ailleurs pour qu'ils découvrent autre chose. Puis, si je suis votre idée, est-ce que vous diriez dans ce cas-là que la technologie est trop présente à l'école? C'est-à-dire que peu importe qu'on leur montre comment fonctionnent certains logiciels, ils le savent déjà, ils opèrent déjà tous ces logiciels et ces réseaux sociaux chez eux. Dès lors, est-ce que l'importance qu'on accorde à la technologie dans l'école québécoise est démesurée? Je pense qu'elle est démesurée. Évidemment, la place de la technologie... c'est-à-dire que la technologie a une place à l'école, à mon sens. Je suis généralement très critique des nouvelles technologies en classe parce que... par exemple?
Justement, je trouve qu'on utilise trop les écrans. Et d'ailleurs... Non, mais ce que je veux dire, c'est quelle forme prend dans vos classes la technologie? Dans plusieurs écoles au Québec, surtout les écoles privées, c'est un appareil par élève. Et parfois, dans certaines écoles, on passe toute l'entière journée sur l'écran. Et ça, d'ailleurs, ça remet en question beaucoup la posture, justement, d'autorité de l'enseignant. Parce que ce n'est plus l'enseignant qui connaît maintenant. Ce n'est plus le maître, la référence. On va le googler, si on me permet l'expression. Et on le sait qu'on trouve de tout sur Google. Et surtout, ça c'est l'autre problème d'ailleurs. Là. Je saute un peu du coq à l'âne avec l'idée de Google. Il y a une idée très répandue dans les départements d'éducation aujourd'hui que c'est plus nécessaire d'apprendre par cœur des choses parce que Google existe. Ça, c'est une grave erreur parce que pour rechercher quelque chose sur Google, il faut déjà avoir une petite idée que cette chose-là existe. Et si on a déjà des connaissances, évidemment, Google peut nous aider grandement. Hein. Parce que souvent, quand je commence à critiquer les nouvelles technologies, on me dit « Oui, mais là, il faudrait pas retourner à l'âge de pierre. » C'est presque ça qu'on me dit, là, comme si ce risque-là existait. Comme si c'était votre projet. Oui, c'est ça, exactement. Mais non, pas du tout. Donc oui, l'importance des connaissances de base, la culture générale. Bref, tous vos étudiants ont une tablette. Le professeur est remplacé par la tablette de sorte que l'adulte devant la classe devient le technicien. Ça devient le technicien, l'animateur d'une certaine manière. Il s'assure que le tout se passe bien, alors que non, et c'est ce que Hannah Arendt justement nous dit. Dans l'idée d'éducation, la transmission est essentielle. C'est ça le rôle de l'école, justement, comme vous le disiez tantôt. L'école, en fait, l'enfant est un nouveau venu. Et d'ailleurs, si on peut rapprocher ça de l'immigration, c'est-à-dire que l'enfant, peu importe l'origine de mes élèves, ils sont des nouveaux venus sur Terre. Et c'est le rôle de l'école de transmettre cette culture-là. Donc voilà. Puis récemment, on a parlé du logiciel Antidote comme d'un outil qui pourrait possiblement être utilisé par les élèves du cégep pour faire leur épreuve uniforme de français. Qu'en pensez-vous? Puis comment ce défi-là au collégial, comment cet enjeu-là au collégial peut apparaître semblable à d'autres enjeux, d'autres défis auxquels vous faites face à l'école secondaire? Donc, Antidote, on doit tout d'abord comprendre qu'Antidote, contrairement à ce qu'on a dit dans les dernières semaines, n'est pas une calculatrice. C'est-à-dire, souvent, on a comparé, en mathématiques, ils ont droit à une calculatrice, pourquoi pas Antidote? On rappelle qu'Antidote, c'est un logiciel pour corriger autant que faire se peut les fautes d'orthographe. Oui, exactement. Donc voilà. Et on évalue au cégep le français, la qualité du français, en fait, le orthographe, grammaire, ponctuation, etc. Et Antidote corrige, ou du moins le fait plutôt bien, tout ça. Et là, on a certains se sont offusqués de ça, certains étaient en accord, en disant justement, tout le monde, beaucoup d'adultes aujourd'hui l'utilisent, pourquoi les cégepiens ne pourraient pas l'utiliser? Certes, les adultes l'utilisent, mais l'école est faite pour vous transmettre des connaissances, des compétences en correction. Et c'est en effet plutôt inquiétant qu'au rendu au cégep, il y ait autant d'erreurs. Même à l'université, il y a énormément d'erreurs de français. Pas des règles complexes, là. C'est-à-dire distinguer la terminaison en E, E, R, Z. Je veux dire, au primaire, on le voit, là. Donc... Bref, il y a un problème de faute d'orthographe. Au lieu d'aller à la racine du problème, on essaie d'apporter une solution magique qui serait Antidote. Oui, tout à fait, exactement. Donc, au final, ce qu'on évaluerait, c'est ta capacité à bien utiliser Antidote. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant, mais pas dans le cadre d'une évaluation de l'orthographe. C'est-à-dire que utiliser bien Antidote, on peut l'enseigner aux élèves dans un cours ou dans un autre. Ça peut être pertinent comme compétence. Mais je veux dire, évaluer ça, je trouve ça plus ou moins pertinent. Et plusieurs personnes se sont opposées à l'utilisation d'Antidote au cégep en disant « Oui, mais là, on va envoyer sur le marché du travail des
des analphabètes fonctionnels d'une certaine manière. Et il faut bien comprendre, il ne faut pas défendre la qualité du français pour des raisons instrumentales, d'une certaine manière. Il faut le défendre d'un point de vue culturel. C'est-à-dire que le français, c'est important. Les œuvres sont importantes. Pour notre culture, c'est ça qui est important. Au cégep, on lit, par exemple, Camus. Vous ne lisez pas Camus parce que vous allez être un meilleur comptable. C'est pas ça l'objectif. C'est parce que ça va vous amener des réflexions. Il y a une importance culturelle à donner. Et ça, c'est le drame de l'éducation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut justifier nos disciplines face au marché capitaliste d'une certaine manière. Tout doit servir. La formation générale ne sert pas au marché du travail. La formation spécifique, évidemment, si j'étudie au HEC en comptabilité, ben là, bien sûr, l'objectif, c'est que je devienne un comptable. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais la formation générale, que ce soit au secondaire, au cégep, ça vise à développer justement une culture générale. Puis vous avez donné ou vous donnez le cours ECR. Récemment, dans les derniers mois ou la dernière année, je me rappelle plus trop, il y a le gouvernement Legault qui a décidé ou qui va très bientôt abolir ECR pour le remplacer. Selon vous, quel était le problème avec ECR? Si problème il y avait, évidemment. Oui, non, il y avait tout à fait un problème. Je pense que c'est peut-être le maître mot de l'entretien, c'est le relativisme. Donc le tout tout est interchangeable. Toutes les pratiques culturelles se valent. Donc ça, c'est excessivement critiquable à mon sens. Et c'est ce que je voyais. Même la science était mise sur un même pied d'égalité que la croyance d'une tribu quelconque dans le Pacifique. Là. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée de buffet, puis il faut choisir dans nos croyances. Et aussi beaucoup, on parlait beaucoup des pratiques culturelles, justement, et pas de la culture profonde. Mm-hmm. C'est-à-dire que les religions ont aussi modelé des civilisations. On modelé des esprits, et ça, on l'abordait très peu. Donc, ça se réduisait à telle religion, voici ses pratiques culturelles, et il faut nécessairement les respecter. Puis tout ça était toujours présenté de manière un peu, justement, bon enfant, puis tout va bien, puis ça, c'est leur pratique, puis c'est ça qu'ils font, puis ben non, mais c'est critiquable. Et même à l'intérieur même de certaines religions, il y a des débats, là. Mm-hmm. Mais on donnait souvent l'exemple de le cours de CR enseigne que les femmes musulmanes portent le voile, alors que non, il y a des millions de femmes musulmanes qui ne portent pas le voile. Oui, tout à fait, exactement. Oui, non, c'était ça. Puis un juif porte la kippa nécessairement. Donc oui, on caricaturait d'une certaine manière, pas nécessairement caricaturait, mais on généralisait les religions à l'aide de traits physiques observables, tu sais, des vêtements, beaucoup, ça c'est central les vêtements dans le programme, là. Est-ce qu'on s'intéressait aux grands livres fondateurs des religions? Est-ce qu'on s'intéressait à tout ce qui était un peu, substantiel et civilisationnel? Est-ce que vraiment est-ce que, disons, les grands livres religieux étaient au centre de l'étude de CR? Très peu. Très peu, comme je vous dis, c'était beaucoup les pratiques culturelles. Et d'ailleurs, ça, je trouve ça un petit peu, c'est peut-être mes intérêts particuliers, mais justement, les textes religieux ne sont pas... c'est-à-dire, ils ont une teneur presque littéraire. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on peut les étudier comme on étudie un roman, comme on étudie n'importe quel texte. Et... donc oui, par exemple, je sais pas, dans la Bible, le récit d'Adam et Ève, ses fondateurs, ça propose une anthropologie qu'on n'étudie pas à l'école, puis même au cégep et même à l'université, on n'étudie pas la Bible. Par exemple, dans mon parcours en philosophie, je veux dire, la Bible a une importante teneur philosophique. C'est même le livre le plus important de l'histoire de l'Occident, et c'est à peine étudié. Donc ça, c'est assez particulier, puisqu'on a comme peur de faire de la propagande quelconque, mais je veux dire, surtout rendu à l'université, on serait capable d'étudier, je pense, un livre sans nécessairement en faire de la propagande. Puis, si je vous place un instant dans la chaise du ministre de l'Éducation, par quoi remplacez-vous le cours de CR?
On en discute beaucoup ces temps-ci. Je pense que, du moins une partie du cours, ça serait intéressant qu'il y ait une portion éducation citoyenne. Et au cœur de ce cours d'éducation citoyenne, je mettrais 2 lois. C'est-à-dire la loi 101, donc la Charte de la langue française, qui est fondamentale. Donc, d'enseigner cette loi, d'enseigner les raisons qui ont mené à cette loi, le contexte, même les personnages. Tu sais, il y a vraiment... L'histoire de la loi 101 est assez intéressante. Et même à ce titre-là, on pourrait même discuter des revers que la loi 101 a reçus par la Cour suprême quelques années plus tard. Donc vraiment, dans l'idée de convergence, justement, tu sais, voici la loi, elle existe depuis ses 50 ans, si je me trompe pas maintenant, même plus. C'est l'idée de transmettre cette loi-là comme de l'éducation citoyenne, au même titre qu'on devrait transmettre la loi 21 en termes d'éducation citoyenne. Donc, la loi 21 a été votée en 2019, si je me trompe pas. Il faut l'enseigner comme tel. C'est une loi structurante. On pourrait parler ici de convergence culturelle aussi, mais pas que. Et on doit la transmettre aux élèves, de dire voici les relations entre l'État et la religion, et vraiment le transmettre comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'il faut museler les débats? Pas nécessairement, mais ces débats-là relèvent davantage de la vie privée des élèves, dans leur famille, avec leurs amis, que dans la classe. Ça n'empêche pas de créer ce débat-là dans la classe, mais il faut aussi l'idée de transmettre, de présenter aux élèves les principes au fondement de la laïcité de l'État qui a été votée. C'est-à-dire que pour l'instant, la loi 101 va de soi, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faut enseigner le principe de la loi 21, c'est-à-dire enseigner la laïcité de l'État comme si cette loi allait de soi, alors que à vous écouter, elle ne va pas de soi. C'est-à-dire qu'elle est démocratiquement votée, mais on l'enseignera pas parce que je sais pas, c'est polémique ou. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on l'enseigne encore en la problématisant d'une certaine manière, alors qu'à un moment donné, il faut aussi avancer. Ça a été voté, la loi est faite, donc il faut vraiment la transmettre. Et beaucoup transmettent aussi, d'une certaine manière, l'esprit de la laïcité. C'est-à-dire qu'au Québec, la religion est quelque chose qui se passe essentiellement dans le privé, par exemple. Évidemment, on n'est pas en train de dire qu'on va se mettre à la chasse aux religieux, c'est pas du tout ça l'objectif, mais c'est de comprendre que voici les mœurs québécois. Voici c'est quoi, comment... Ça, les mœurs, faut bien comprendre, c'est pas quelque chose qui est nécessairement dans la loi. Ça, des fois, les mœurs vont être inscrites dans la loi, mais c'est juste de comprendre, voici les pratiques qui sont en vigueur au Québec. Et je pense que c'est important quand même de s'y plier. Puis j'ai dit dans mon introduction que vous preniez part souvent au débat public via différentes revues à la radio. Dans l'espace public québécois en ce moment, quelle voix porte la vision de l'éducation, de la citoyenneté que vous avez? Qui est-ce qu'il faut absolument lire selon vous pour justement se familiariser avec une idée plus substantielle de l'éducation, la culture, la citoyenneté comme vous l'avez? Le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est Normand Baillargeon, qui a une chronique à tous les samedis d'ailleurs dans Le Devoir, mais qui prend position depuis des années sur les questions d'éducation, qui est aussi une véritable encyclopédie de philosophie, donc des connaissances diverses. Il défend la liberté académique, il défend la culture, il défend l'efficacité des stratégies pédagogiques. Il y a une certaine idée de l'éducation, de ce que devrait être l'éducation, une haute idée de l'éducation. Et donc oui, moi, je m'accorde, je vous dirais, presque à 100% avec ce que Normand Baillargeon dit. C'est un modèle, je pense, pour moi, pour les questions en éducation. Donc voilà, il éclaire beaucoup de débats. Puis je pense qu'il y a aussi une certaine générosité en présentant les thèses adverses. C'est une de ses grandes qualités, je pense. Il est capable de discuter avec des thèses adverses en ne le présentant pas justement comme un épouvantail. Donc pour ça, je le remercie d'ailleurs. Ensuite, il y a 2 personnes qui s'intéressent beaucoup aux études, donc vraiment le côté pratique. Je pense à Steve Bissonnette et Christian Boyer, qui font beaucoup de recensions d'études, qui font des chroniques parfois qui résument les résultats d'études.
Donc, vraiment, eux autres sont... j'aime beaucoup les suivre. Leurs textes sont très, très pertinents pour le grand public et aussi, évidemment, pour les enseignants. Et finalement, la dernière personne avec qui je pense, Patrick Moreau, qu'on lit régulièrement dans Le Devoir dans les derniers mois. Dans les lettres ouvertes? Dans les lettres ouvertes, oui. Donc, toujours un regard excessivement fin sur l'actualité, sur l'éducation. Donc, vraiment un homme brillant, je trouve, qui est d'ailleurs rédacteur en chef de la revue Argument, qui est tout à fait un modèle pour moi. Puis, outre l'éducation, dans le débat public, dans la sphère publique, quels enjeux vous interpellent? Ah, ben évidemment, comme je le disais, il y a les enjeux de diversité et beaucoup... ce qui me fascine, c'est une déformation professionnelle peut-être, mais les mots qu'on utilise. Je le disais même d'entrée de jeu. Aujourd'hui, les nouveaux mots, en fait, qu'on utilise, racisme systémique, privilège blanc, racisé, ce sont tous des mots qui s'intègrent excessivement rapidement à notre lexique. Même certains de ces mots n'ont même pas de définition encore dans le dictionnaire, et on se met à les utiliser comme s'ils allaient de soi. Ce qui est assez particulier, et on peine généralement à le définir, et ça d'ailleurs c'est assez intéressant. On intègre un nouveau mot au vocabulaire. Certaines personnes résistent à ce nouveau mot-là, demandent des définitions précises, et on accuse ces personnes-là, quand ils posent des questions, de dire « Ah ben là, vous jouez sur les mots, vous enfargez dans les fleurs du tapis. » C'est comme, non, mais c'est pas moi qui a amené ce sujet-là sur la table. C'est pas moi qui a créé ce mot. Quand t'amènes un nouveau mot, t'as le fardeau de la preuve de le définir de un et de bien le définir de deux, évidemment. Donc ça, c'est assez particulier même. Et il y a aussi tous les mots fourre-tout, par exemple, on en parlait tantôt. Diversité. Ben, j'ai hâte qu'on me définisse clairement c'est quoi la diversité. Puis d'ailleurs, généralement, quand on dit diversité, qu'est-ce qu'on entend? On parle de diversité raciale. Mm-hmm. Ben, si vous parlez de diversité raciale, dites-le, diversité raciale. Puis d'ailleurs, j'ai l'impression que si on commençait à dire diversité raciale à chaque fois qu'on dit diversité... Ça serait moins populaire un peu. J'ai comme l'impression, alors que c'est véritablement le cas. C'est véritablement de la diversité raciale. Donc oui, tous ces mots-là, un peu fourre-tout, qui n'ont pas vraiment de définition claire, qui s'intègrent dans le vocabulaire, et très rapidement, on y adhère. Et pourquoi on y adhère? Ils ont une charge excessivement positive, ces mots-là. C'est-à-dire ça nous donne un degré de sophistication. On a l'air intelligent, on a l'air ouvert. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a peur de les remettre en question. Parce que si on les remet en question, ben là, est-ce qu'on va se faire accuser de racisme, de xénophobie, alors que c'est pas du tout le cas? Mais donc, oui, voilà. Il y a donc plein de nouveaux mots qui sont utilisés comme une forme de badge de bien-pensance. Plus grave encore, si je peux me permettre, en fait, cette semaine, c'est-à-dire la première semaine d'octobre 2021, François Legault n'a pas simplement été confronté ou mis en avant d'un nouveau terme, c'est-à-dire le racisme systémique. C'est comme l'a écrit Mathieu Bock-Côté dans une de ses chroniques, on l'intimide avec le terme racisme systémique, c'est-à-dire non seulement si vous n'y adhérez pas, c'est que vous comprenez rien, mais en plus vous faites partie du problème. Ces mots-là, vous me direz ce que vous en pensez, ont non seulement une force pour modeler le débat public, mais aussi pour proprement intimider. Oui, tout à fait. Ben, le terme « reconnaître le racisme systémique » est intéressant d'ailleurs. C'est-à-dire que l'idée de reconnaître le racisme systémique, c'est de dire « il est là, il s'agit juste de le reconnaître » au même titre que je reconnais quelqu'un qui passe dans la rue. Ben oui, il est là, il s'agit juste à moi de le reconnaître. Ben on n'est pas du tout là-dedans. Puis d'ailleurs, le racisme systémique, il faut bien comprendre, il ne s'agit pas de le reconnaître ou non. Il s'agit de dire, est-ce un concept important, opératoire pour comprendre le monde? Et la réponse, c'est non. Il ne s'agit pas de reconnaître ou non le racisme systémique. Il s'agit de dire, non, je refuse ce concept parce qu'il est, d'un, on peut l'utiliser sur n'importe quel groupe. Et si on l'applique, le racisme systémique, donc qui consiste à dire, on applique une règle universelle, et si cette règle-là cause une disparité entre des groupes ethniques, des groupes raciaux, c'est du racisme systémique. Je veux dire, toute loi, toute règle cause du racisme systémique ou de la discrimination systémique. En passant,
on est à quoi, je pense, 90-95% des prisons sont remplies d'hommes. Est-ce qu'on va dire que c'est du sexisme systémique à cause de ça? Non. Les hommes font plus de causent plus de crimes, oui, que les femmes. C'est ça la réalité. On parle pas ici de discrimination systémique. Donc, chaque traitement différentiel, au fond, est perçu comme une tare raciste. Exactement. Justement, et la loi 21, à ce titre-là, est du racisme systémique. La loi 101 est du racisme systémique à ce sens-là. C'est-à-dire que, évidemment, les personnes qui ne parlent pas français sont désavantagées par ça. Mais à mon sens, c'est pas un problème. C'est un défi qu'il faut relever. Mais c'est pas du racisme systémique. En fait, justement, oui, c'est du racisme systémique, mais je ne reconnais aucune validité à ce terme-là. Mm-hmm. C'est-à-dire que si on accepte cette définition-là, bien sûr qu'on peut l'appliquer à cette situation-là ou non. L'idée, c'est de dire ce concept-là est bancal, est frauduleux, on peut l'appliquer à absolument toutes les situations et il va y avoir un groupe ou un autre qui seront désavantagés. Et même, et dans plusieurs situations, c'est pas les Blancs qui se retrouvent au-dessus de la pyramide. Donc, au-dessus de la pyramide sociale. Donc, on pourrait même dire que les Blancs, dans certaines circonstances, sont victimes de racisme systémique. Personnellement, je dirais jamais ça, parce que c'est pas mes concepts. Mais si on applique la définition elle-même, par exemple... La discrimination positive devient du racisme systémique. Exactement. Puis, récemment, vous avez tweeté quelque chose de très intéressant. On parle beaucoup de l'affaire Joyce Echequan ces temps-ci. Puis, vous soulignez le fait qu'on dit beaucoup que ce qui est arrivé, le drame qui est arrivé à Madame Echequan, c'est du racisme systémique. Ça, c'est la preuve du racisme systémique. Vous dites non, absolument pas. Ce n'est pas une preuve de racisme systémique. C'est une preuve de racisme pur et simple. Il faut pas. On est en train de dégrader c'est-à-dire ce qu'est le racisme véritablement pour l'enrober d'un autre concept, alors que non, c'est un drame proprement raciste. Oui, tout à fait. Je lisais les différents articles sur les résultats de la coroner, qui sont honnêtement les commentaires qui ont été faits à l'égard de Joyce Echequan m'ont vraiment troublé. Là. C'est vraiment, honnêtement, on peut pas peur des mots, là, c'est raciste, c'est dégueulasse, honnêtement. J'ai peu de mots pour décrire ça parce que c'est vraiment choquant même d'entendre ça. Tu te dis comment des personnes en 2021 peuvent avoir ce discours-là. C'est vraiment choquant. Après ça, tu lis les conclusions de la coroner. Elle dit le racisme a participé à la mort de Joyce Echequan. Et elle conclut aussi à ce qu'il y ait du racisme systémique. Je veux dire, on nous dit que le racisme systémique, c'est pas des exemples concrets, c'est une espèce de... Justement, c'est des lois... C'est l'air qu'on respire. C'est l'air qu'on respire, presque. Non, on a des personnes ouvertement racistes, et si ces personnes-là n'avaient pas été racistes, ben Joyce Echequan serait peut-être aujourd'hui vivante. En fait, fort probablement, si on en croit les conclusions du coroner. D'ailleurs, je ne suis pas juriste, donc je ne veux pas m'avancer trop, mais j'ai de la misère à comprendre si vraiment... à en croire les conclusions du rapport, si le racisme a contribué à la mort de cette femme autochtone, ben je comprends pas pourquoi les poursuites criminelles sont impensables. Mm-hmm. Donc j'aimerais ça qu'on me l'explique. Personnellement, je ne suis pas juriste, donc je trouverais ça intéressant. Donc oui, on a de l'authentique racisme ici, qui est condamnable, qui est franchement dégueulasse. Et d'ailleurs, les infirmières ont perdu leur emploi, c'est-à-dire le système lui-même n'a pas dit que c'était bien ce qu'ils ont fait. Ils l'ont condamné une fois que ça a été su. Il y avait aussi une pression médiatique, bien sûr. Donc, et la conséquence aussi du racisme systémique dans cette histoire, c'est justement un peu de dédouaner l'individu. Mm-hmm. Je veux dire, qui était proprement raciste et malfaisant. Exactement. Donc ça, il faut... donc, il n'y a aucune nuance à faire ici. Là. C'est-à-dire, il faut condamner ces personnes-là et il faut les tenir responsables de leurs agissements. Puis ça, d'ailleurs, c'est le problème avec la théorie du racisme systémique, puis avec plusieurs théories en sociologie, c'est-à-dire l'individu n'existe plus. Ce n'est que le résultat de rapports de force un peu invisibles qu'on comprend pas trop. C'est-à-dire, oui, évidemment, on est imprégné par notre culture, par les rapports sociaux, mais il y a toujours une décision individuelle au bout de la ligne. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment la sociologie appliquée à un jugement criminel, ben ça n'a pas de valeur. Là. C'est-à-dire la personne est responsable de ses actions.
En terminant, j'aimerais vous poser une dernière question que sans doute plusieurs se posent. Toutes ces réflexions qui sont les vôtres, tous ces enjeux qui vous habitent, avez-vous l'intention de fédérer le tout dans un livre? Si oui, est-ce que c'est pour bientôt? On aimerait ça que ce soit le plus tôt possible. Donc oui, je travaille fort là-dessus. Donc essayer de se pencher sur cette idéologie-là qu'on appelle aujourd'hui beaucoup le wokisme. Hein. C'est le mot qui semble adhérer à notre lexique. Hein. Il y a quelques années, on parlait de social justice warriors. On parlait de politiquement correct. Donc, c'est des termes qui restent, mais vraiment, j'ai l'impression que le terme woke, wokisme, s'installe de manière permanente, je pense, dans notre vocabulaire. Donc, essayer de comprendre cette idéologie-là et pas essayer de le comprendre en lisant la dernière chronique du chroniqueur de gauche à la mode, là, ou pas en étudiant les tweets de tel autre chroniqueur. Aller au texte. Aller au texte, exactement. De dire, OK, donc ces personnes-là ont écrit des textes dans les dernières années, ont fait des documentaires, eh bien, on va les écouter, on va les lire et on va les prendre au sérieux et on va les critiquer selon ce qu'ils ont dit et non ce qu'ils auraient dit dans un tweet de 140 caractères ou de 280. Donc, vraiment de prendre au sérieux cette idée-là, de cette idéologie-là et de la critiquer. Puis, si vous me permettez une petite parenthèse sur le terme woke, qui est aujourd'hui, comme je le disais, de plus en plus en vigueur. Et là, il y a beaucoup de personnes, justement, qui sont à la gauche d'une certaine manière, qui sont justement des woke, qui disent « Ah, ça, c'est un terme fourre-tout qui sert à décrédibiliser telle personne. » Mais il faut bien comprendre que d'un, le terme woke provient de ces gens. C'est eux autres qui se définissaient comme woke. Et aujourd'hui, il y a eu une resignification du terme qui est en effet généralement négative. Mais en même temps, je trouve ça intéressant de ce terme-là, justement parce que il est positif et négatif. Il est polysémique. Parce que dans les dernières années, on entendait des personnalités publiques se dire, par exemple, antiracistes. L'antiracisme n'est pas un terme polysémique. C'est-à-dire, peut-on réellement être contre l'antiracisme? Ben non, évidemment, on est pour l'antiracisme. Le problème, c'est qu'il y a différentes manières de concevoir l'antiracisme. Mais le terme woke a vraiment cette polysémie. Il y a différentes manières de le concevoir. Et ce que j'observe surtout avec le terme woke, c'est que soudainement, on accole une étiquette à cette extrême gauche-là. Ce n'est plus elle qui a le monopole du récit. C'est maintenant d'autres personnes qui essayent d'installer leur propre récit. Et je pense que c'est ça qui les fâche beaucoup, parce qu'habituellement, ils ont le monopole de la vertu. Ils ont le monopole du réel en se disant « je suis antiraciste, je suis antifasciste ». Mais soudainement, c'est pas toi qui détermine les étiquettes, c'est d'autres personnes. Et c'est ça qui les fâche le plus. Et eux, ils ont fait ça depuis des années. Hein. Ah, une telle personne, c'est une personne d'extrême droite, tel autre, c'est un fasciste, tel autre, c'est un raciste. Ils mettent des étiquettes depuis des années, mais soudainement, quand ça se retourne contre eux, là, ils sont fâchés. Et tel sera l'objet de votre livre, si j'en comprends bien? Oui. Alors, David Santarosa, je rappelle à nos auditeurs qu'on peut vous lire dans la revue L'Action nationale, dans la revue Argument. On peut vous lire sur Twitter et non seulement on peut vous lire, mais j'encourage les gens qui nous écoutent à vous suivre sur Twitter et à écouter vos chroniques à Radio VM que vous mettez, si je ne me trompe pas, en ligne après les avoir enregistrées. Enfin, merci infiniment de m'avoir accordé cette entrevue. Un immense merci. Merci à vous, chers auditeurs, d'être à l'écoute et je vous invite bien sûr à suivre et à partager nos épisodes et notre page Facebook. À très bientôt pour un prochain épisode de À la recherche du Québec.